Ruffin sur le burn-out, visant à faire reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel. La parole est à Monsieur François Ruffin, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Merci. Dans le dernier roman de Sorge Chalandon, Le jour d'avant, un père agriculteur tente de dissuader son fils Joseph d'entrer à la mine. Il lui promet la silicose, le charbon dans les poumons, il le tense. Et tu sais quoi, Jojo? Personne ne la reconnaîtra, ta maladie. À la visite médicale, devine ce que les médecins conseillent aux mineurs qui toussent. D'arrêter de fumer. Ils trafiquent leur bilan de santé. Et si le gars meurt, il faut prouver que c'était la silicose. Il faut le déterrer, il faut l'autopsier, il faut l'emmerder une dernière fois pour que ses poumons dégueulent la vérité. Tout ça pour que les houillères acceptent de payer 3 francs de pension à sa veuve. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui pour les troubles psychiques. On en est là pour les silicosés du cerveau. Ce Joseph, aujourd'hui, c'est David, un copain du foot, qui s'est retrouvé chez moi un jour complètement défait, abattu, après 18 ans de carrière chez Lidl comme directeur. Il me dit « Jamais j'aurais pensé tomber aussi bas, avoir des psychiatres, des psychologues. » Et il conclut comme ça. Mais ce que je n'ai toujours pas compris, c'est cette difficulté à me faire reconnaître en maladie professionnelle, pour que ce soit Lidl qui paye. Tous les médecins m'ont dit « Ne vous lancez pas là-dedans, c'est hors tableau. » Et mon avocate, pareil. Donc aujourd'hui, se faire reconnaître, c'est mission quasi impossible. Et c'est ce dont confirmé tous les syndicalistes interrogés, tous les avocats en droit du travail auditionnés, c'est un véritable parcours du combattant, une impasse, un dédale. Une impasse dont les statistiques témoignent. On a là le dernier rapport de la Caisse nationale d'assurance maladie qui vient de paraître, qui est consacré là aux affections psychiques liées au travail. On se félicite à l'intérieur que le nombre de cas reconnus a été multiplié par 7 en 5 ans. Soit, mais pour parvenir à combien? À 596. Or, de combien de troubles mentaux liés au travail parlons-nous? Quelques centaines de milliers de cas par an. Quelques centaines de milliers de cas par an. Voilà l'ordre de grandeur. Lorsqu'on avance cette évaluation auprès de tous les experts, de l'INSERM, de la Caisse d'assurance maladie, de l'INVS, tout s'approuve, tout s'opine du chef. On est dans ces eaux-là, quelques centaines de milliers de cas par an, à comparer aux 596 reconnus. C'est un chiffre, ce sont des chiffres dérisoires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psychiatre, membre de l'Académie nationale de médecine et qui a rendu un rapport sur le burn-out, le psychiatre Patrick Légeron. Lui, il voit un paradoxe extraordinaire. D'un côté, l'Organisation mondiale de la santé qui pointe le stress au travail comme première cause de risque chez les travailleurs. Et de l'autre, une absence de tout trouble psychique dans notre tableau des maladies professionnelles. Il considère, je le cite, ce décalage inacceptable et il déclare que pour lui, la reconnaissance des maladies mentales liées au travail est absolument nécessaire. Sur l'écran qui est derrière moi, il y a écrit que nous voulons la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Je tiens à cette précision, ce n'est pas ce que nous demandons. Nous demandons la reconnaissance des troubles psychiques comme maladie professionnelle, et c'est bien ce qui est présent dans la proposition de loi. Qu'est-ce que nous souhaitons mettre au tableau? Nous souhaitons mettre au tableau la dépression lourde, le stress post-traumatique, l'anxiété généralisée qui sont induits par l'épuisement professionnel. Ce sont des maladies qui sont répertoriées, qui sont nommées, qui sont classées et qui sont parfaitement connues des psychiatres. Et c'est bien ces troubles psychiques que nous voulons inscrire au tableau. Que vise notre proposition? Qu'est-ce qu'elle améliorerait? Alors, elle améliorerait un remboursement à 100% pour la personne qui est victime. Elle permettrait une rente qui serait nettement supérieure au RSA. Surtout, ça serait un coût en moins pour la société parce qu'aujourd'hui, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui supporte ce coût. Et la ministre de la Santé elle-même, Agnès Buzyn, s'en inquiète puisqu'elle déclare « Jusqu'à quand l'assurance maladie palliera-t-elle les déficiences du management ?» Ce sont plusieurs milliards d'euros par an. Mais ce n'est pas là ce qu'on vise, qui devrait être à la charge du pollueur des cerveaux, en l'occurrence, de l'employeur. Mais notre proposition, elle vise au-delà. Elle va au-delà des questions budgétaires. Notre proposition vise la prévention. Dans Les désordres du travail, l'économiste de la santé Philippe Ashkenazi
a parfaitement démontré que la sanction est une prévention. Il montre qu'aux États-Unis, au tournant des années 2000, on a eu une baisse d'un tiers à peu près des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et pas par hasard, parce que ça a été taxé, parce qu'il y a eu un bonus-malus d'instaurer et parce que ça a coûté aux entreprises, ça a fait baisser leur taux de profit de 2%. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une réalité dans les bilans comptables, c'est devenu une réalité dans la tête des dirigeants qui se sont mis d'un seul coup, et pas par hasard, à la responsabilisation. Aujourd'hui, en France, les risques psychosociaux ne coûtent rien aux entreprises. Ils n'existent donc pas. C'est tellement tabou dans les entreprises aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Flore Crépin, elle-même directrice des ressources humaines, passée par la grande distribution, par un centre d'appel, par l'industrie, et elle poursuit. C'est le sujet interdit. Nous, en tant que RH, on n'a même pas le droit de prononcer le mot stress. C'est pour ça que quand je vois le manque d'engagement réel des directions, je me dis, à part mettre en place des sanctions financières lourdes, je ne vois pas ce qui pourrait motiver les boîtes. Et voilà qui les motiverait en effet. Elles payeront pour les dépressions graves qu'elles engendrent, elles payeront pour les troubles psychiques liés au travail, elles l'inscriront dans la colonne coût de leur bilan comptable. Et j'y réclamerai qu'il en soit de même pour les services publics, dans les hôpitaux, dans les commissariats, que la part variable du salaire des directeurs soit calée sur cet indice de mal-être. Ce langage des chiffres, toutes les directions le comprennent. C'est le plus efficace des stimulateurs, de quoi convertir et fort rapidement à la prévention. En attendant, même les drames ne changent rien. Et moi, qui ai 18 années à mon compteur d'enquête dans le monde du travail comme journaliste, c'est ma surprise dans ce dossier, c'est que même le plus terrible des actes, le suicide, ne bouleverse aucunement les habitudes managériales. Citons David, qui est analyste risque à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Il dit « Avant moi, il y a une mère de famille, une directrice d'agence qui s'est jetée sous un train. Elle a laissé une lettre très explicite, courrier très clair sur les mauvaises manières managériales de la Caisse d'épargne. Il y a eu un deuxième suicide, c'était un responsable d'un centre d'appel. Et enfin, l'année dernière, il me dit, en pleine plénière des résultats, il y a un contrôleur de gestion, 46 ans, dont on savait qu'il était surmené, qui a fait un AVC en pleine fête parce que la direction avait loué un château dans le Var pour fêter ses excellents résultats. Un hélicoptère est arrivé, les pompiers ont tenté d'intervenir, mais il y avait quand même eu un décès. Mais il me dit, mais surtout, après ça, je me suis dit, après cet événement tragique, il va y avoir une remise en cause, il va y avoir une crise de conscience. Eh bien, au contraire, il me dit, notre direction en a profité pour faire un ETP-1, pour supprimer un poste. Et dans son cas, à lui, après tous ces événements tragiques, quand David va voir sa direction parce qu'il est au bord du craquage, qu'est-ce qu'on lui conseille? On lui dit, il n'y a pas de mal à se faire aider par des antidépresseurs. Voilà le management en place. Puis, quand il commence à craquer, vous n'allez pas me faire un RPS, un risque psychosocial, sinon je vous vire d'ici. Ce management mortifère peut avancer tel un rouleau compresseur aveugle. Il n'est pas puni, il n'est pas sanctionné, il ne paye pas le prix des hommes qui l'écrasent. Et mieux même, il jouit de la complicité des pouvoirs publics, au moins par la passivité, par le silence, par l'inaction. Maître Ducrot, avocat au barreau de Lille, rapporte cette anecdote. Monsieur Boitard s'est suicidé en 2013 et il avait laissé un témoignage très explicite sur la Caisse d'épargne. J'ai relancé plus d'une fois le parquet. Le président du tribunal de grande instance m'a rappelé « On est vraiment désolé, on n'est pas traité ». Que signifie ce bref récit? Que l'impunité est validée par la justice elle-même, que ce sujet, la société ne le prend pas au sérieux, quand bien même se déroulent dans le huis clos des entreprises de véritables crimes managériaux. Au Lidl de Rousset, pendant 1 an, des syndicalistes, des cadres ont frappé à la porte de l'inspection du travail, de la médecine du travail, en vain. Ils ont tenté d'alerter sur un management fou, sur la pression subie, sur les dépressions en Syrie, sur l'AVC du précédent directeur, sur les audits, contre-audits, évaluations, humiliations. Personne, aucun tiers ne s'est interposé. Jusqu'au 29 mai 2015, jusqu'au suicide de Yannick Sansonetti, retrouvé pendu dans la chambre froide de l'entrepôt. Et qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé d'après les témoins? Rien. Le directeur régional ne fut même pas licencié, seulement déplacé. Il est parti manager ailleurs et je le dis, c'est un danger pour la société. Ni lui ni un autre dirigeant Lidl ne fut placé en garde à vue, menottes au poignet, en détention provisoire. 3 ans après les faits, personne n'est mis en examen. Les crimes managériaux sont d'office amnistiés. Alors la reconnaissance, elle a cette vertu-là aussi. C'est une valeur symbolique. C'est un signal d'alarme qu'on tire
c'est une alerte adressée aux directions d'entreprise, mais également au pouvoir public, que cette question soit désormais prise à bras le corps, et pas qu'avec de la sensibilisation, pas qu'avec une danse du ventre. Comment on a pris en charge la sécurité routière? Comment on est passé de 18 000 morts à 3 000 morts, et même si c'est 3 600 morts de trop aujourd'hui sur les routes de France? Ce n'est pas seulement en faisant des câlins aux chauffards, c'est aussi en instaurant des amendes, c'est en instaurant la peur du gendarme, des radars, c'est en mettant en place des sanctions avec éventuellement un passage devant les tribunaux et des peines de prison. Eh bien, si on veut qu'on divise aussi par 6 le nombre de troubles psychiques liés au travail, il faudra aussi en passer par la sanction et la reconnaissance. Elle ne prétend pas être la panacée, elle est juste un point de départ. Mais comment lutter collectivement, efficacement contre un mal qui n'est même pas nommé dans la Bible des maladies professionnelles, dans le plus officiel des documents? C'est pour ça que je vous demande de remédier dès aujourd'hui à ce que le psychiatre Patrick Légeron appelle un décalage inacceptable. Je vous remercie. Merci, monsieur le... Ce mardi, les personnels des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes se sont fortement mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer plus de moyens et d'effectifs. Car aujourd'hui, voyez-vous, malgré une volonté sans borne et à toute épreuve, ils ne parviennent pas à faire correctement leur travail, pour la raison qu'on ne leur en offre pas la possibilité. Alors qu'on apprend en formation qu'une toilette s'effectue en 40 minutes, on leur demande d'en faire 12, parfois 15, en une matinée seulement. Derrière toute politique budgétaire, derrière toute statistique ou considération comptable se cachent des réalités humaines. Dans ce cas précis, on observe comment une trajectoire budgétaire peut induire de la maltraitance en plus de la souffrance au travail. Dans les EHPAD comme dans les hôpitaux, le point de rupture est atteint, car le dévouement des professionnels de santé connaît la limite de tout travailleur, à savoir leurs propres limites physiques et psychiques. Ce n'est sûrement pas un hasard d'ailleurs si c'est d'abord dans le secteur médico-social que fut mis au jour en 1975 le syndrome de l'épuisement professionnel, avant qu'il soit identifié dans tous les autres secteurs au cours des années 90. Car oui, tous les secteurs sont concernés, nul n'est épargné. L'épuisement professionnel est un des fléaux du monde du travail tel que nous le connaissons. Je serais bien sûr caricatural si je disais que le travail n'était que souffrance, mais vous le seriez tout autant si vous souteniez qu'il est cette comptine improbable de bienveillance généralisée et de vertu et d'épanouissement assuré. Si le progrès technique et la tertiarisation de l'économie ont fait disparaître bon nombre de tâches pénibles, il en demeure énormément, auxquelles il faut ajouter désormais les pratiques managériales agressives, la difficulté, voire l'impossibilité à déconnecter et les absurdités que provoque un système qui repose en permanence sur la compétition de tous contre chacun en toutes circonstances et qui pousse au moins-disant social. S'il n'est plus le mineur d'hier, l'employé en plateforme de préparation de colis souffre lui aussi. Alors qu'un salarié d'aujourd'hui produit en moyenne 4 à 5 fois plus qu'un salarié en 1980, nous ne pouvons nous résoudre à l'idée que le travail demeure une souffrance. On se suicide au travail, on meurt encore au travail. Nous pouvons empêcher cela. Nous pouvons faire autrement. Nous pourrions redonner au travail tout son sens et donc sa juste place dans la vie et son rôle d'accomplissement personnel. Pour y parvenir, nier la réalité des souffrances est un mauvais départ. Au contraire, il faut les reconnaître pour mieux les prévenir. Et l'épuisement professionnel n'est pas un fait dépendant de je ne sais quelle supposée faiblesse individuelle. C'est scientifique, défini par 3 dimensions claires: l'épuisement émotionnel, la déshumanisation ou dépersonnalisation et la diminution du sentiment d'accomplissement. L'épuisement professionnel est donc un syndrome qui conduit à des pathologies telles que la dépression, l'anxiété généralisée ou encore le stress post-traumatique. C'est une réalité mesurable. Les outils scientifiques existent qui permettent de le distinguer clairement d'une dépression d'origine personnelle, par exemple. Aujourd'hui, la reconnaissance de l'épuisement professionnel est possible, mais c'est une démarche individuelle lourde que peu de salariés en situation de vulnérabilité psychologique sont prêts à mener. Cette procédure n'est permise que devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et à la condition d'atteindre un seuil d'invalidité de 25%, clairement inadapté à la situation qui apparaît sous nos yeux. Après quoi, en plus, le parcours administratif et judiciaire se poursuit et il décourage de nombreuses victimes. Alors, l'arrêt maladie pour dépression ou anxiété devient finalement l'ultime recours
et le lien avec l'activité professionnelle n'est alors pas reconnu. Résultat, alors qu'en Belgique, où un tableau de reconnaissance existe, on comptait effectivement 83 150 cas pour la seule année 2014, en France, où la reconnaissance dépend d'un mécanisme complexe, véritable parcours du combattant, seuls 600 cas sont relevés chaque année. C'est ridicule, vous l'imaginez, à côté de ce que peut mesurer la communauté scientifique et les médecins. Et puis, par conséquent, c'est l'assurance maladie qui supporte le coût induit par ces maladies non reconnues comme d'origine professionnelle. La collectivité paye à la place des entreprises qui sont responsables. Cela devrait vous ulcérer, vous autres les tenants de la rigueur budgétaire. Peu susceptibles d'être inquiétées, les entreprises ne sont pas incitées à prévenir l'apparition de l'épuisement professionnel. Et les pratiques managériales génératrices de troubles psychiques continuent en toute impunité. Ce n'est pas tolérable. Il est temps de responsabiliser celles et ceux qui méprisent les conditions de travail de tous les autres sans qui l'entreprise ne serait rien. Car qu'est-ce que l'entreprise, sinon d'abord un collectif humain? Emmanuel Macron dit vouloir procéder à un choc de simplification. Très bien, c'est de cela dont il s'agit. C'est cela que nous vous proposons et que nous vous servons sur un plateau à cette heure. Si vous ne le saisissez pas, vous ferez donc la démonstration de votre intention réelle. Simplifier, oui, mais simplifier pour les puissants et les possédants, même c'est au prix d'une pagaille généralisée pour le grand nombre. Il n'y a pas de pari de la confiance ou autre blabla libéral possible quand il est question de la santé et de la vie de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il n'y a pas lieu de compter sur la bonne volonté ou la vertu supposée. Jamais les incitations ne seront suffisantes. Il faut donc prendre des mesures fortes. La prévention ne se fera pas d'elle-même. Et le gouvernement ne peut se cacher derrière cet argument au moment même où l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles est fortement menacé par une baisse drastique de son budget et de ses effectifs et au moment où le CHSCT est supprimé avec les ordonnances travail. Notre proposition de loi se base sur les connaissances scientifiques accumulées ces 40 dernières années. Nous nous sommes nourris de plusieurs dizaines d'auditions organisées avec des professionnels de santé, des chercheurs, des syndicalistes, des inspecteurs du travail, des juristes, des parlementaires même qui avaient déjà travaillé le sujet. Notre proposition consiste donc à ajouter un nouveau tableau de maladies professionnelles dans le Code de la sécurité sociale qui rendra la reconnaissance automatique. Nous voulons créer une présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle à l'organisation du travail au sein de l'entreprise et inverser la charge de la preuve. Ce ne sera plus aux salariés de suivre un parcours du combattant, mais à l'entreprise de faire la démonstration que son environnement n'était pas facteur de risque. Pour les victimes, cela permettra une juste indemnisation et une reconnaissance qui aidera à leur rémission. Bien souvent, elles ressentent leur épuisement professionnel comme une faiblesse individuelle et c'est un facteur aggravant. Pour la collectivité, cela permettra un juste financement, car c'est la branche risque professionnel, financée par les cotisations patronales, qui paiera pour l'indemnisation journalière des malades et non plus la branche maladie. Pour les entreprises, c'est enfin une incitation réelle à la prévention, car leur taux de cotisation étant calculé en fonction de leur degré de sinistralité, c'est-à-dire le nombre d'accidents et de maladies professionnelles en leur sein, elles auront cette fois un véritable intérêt à éviter la survenance de l'épuisement professionnel. Pour éviter tout surcoût, un cycle vertueux s'engagera car les directions seront amenées à lutter efficacement contre les risques et à adopter enfin une nouvelle organisation du travail. Mes chers collègues, nos travaux ont été salués unanimement par les experts que nous avons rencontrés, qui ont insisté sur le sérieux de notre proposition, tant dans l'objectif visé que dans la formulation. Je sais qu'il y a dans cet hémicycle une majorité de députés sensibles à cette question. Je vais aller plus loin encore. Je pense qu'il y a dans cet hémicycle une majorité de députés qui auraient pu porter cette proposition de loi. Défendue dans d'autres termes, peut-être, mais défendue quand même. Mais je sais aussi que très loin du nouveau monde qu'elle est supposée incarner, cette majorité s'est enfermée dès son accession au pouvoir dans les vieux réflexes politiciens. Et oui, plutôt que d'apprécier le bien fondé ou non d'une proposition de loi par son contenu, elle s'arrête à l'étiquetage du groupe politique qui la porte. Dès lors,
un rabaissement évident du niveau de nos débats parlementaires s'opère. Les victimes d'épuisement professionnel méritent une considération qui dépasse largement les postures et clivages politiques. Alors discutons, débattons, coopérons, améliorons ensemble cette proposition de loi, mais je vous adjure de faire autre chose que de la rejeter simplement parce que c'est nous qui vous la formulons. Rassurez-vous, vous ne le ferez pas